Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup à Immersive Factory de me donner la possibilité d'évoquer deux sujets qui nous occupent à l'IXI depuis l'origine pour le premier et puis depuis un peu plus de 6 ans maintenant pour le second, à savoir la prévention des risques majeurs, bien sûr, et puis la digitalisation de la formation, qui est un sujet d'actualité qui a eu un coup d'accélérateur, évidemment, ces derniers temps avec la situation sanitaire que nous connaissons. Donc, merci de me donner cette occasion. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Marc Sénan. Je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur la question de la prévention des risques industriels. Et puis, depuis 9 ans, je travaille à l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Je pilote, ou plus précisément, j'ai piloté jusqu'à très récemment la formation professionnelle continue à l'Institut et les développements digitaux. En fait, je suis actuellement en transition, pour vous raconter ma vie, vers une nouvelle mission au sein de l'Institut. C'est le pilotage d'un département recherche et développement et animation de la communauté qu'on vient de créer. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, j'interviens vraiment au titre de mon pilotage d'activités formation et des développements digitaux. Voilà. Alors en quelques mots, avant de commencer, la formation à l'IXI, c'est aujourd'hui une trentaine de stages en blended learning et en présentiel, donc sur des sujets liés à la culture de sécurité et les facteurs organisationnels et humains. On dispense entre autres un executive master qu'on appelle manager des organisations à risque pour les référents internes, facteurs humains et organisationnels. On a 6 leçons e-learning tutorées, un centre de ressources en ligne en 3 langues qui comporte 200 ressources actuellement, entre des modules, des parcours, des entretiens d'experts, des dessins animés sur la sécurité, etc. Mais j'y reviendrai. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça fait un petit moment qu'on a les mains dans le cambouis du digital et on a notre vision. Je vous en parlerai du coup en deuxième partie d'intervention. Alors justement, l'intervention, voilà, ça fonctionne bien. Alors à l'agenda de notre rencontre, 2 grands temps, du coup, ponctué d'un moment de questions-réponses. D'abord, une présentation de l'apport des sciences sociales à l'effort de prévention à travers le sujet de l'intégration des facteurs organisationnels et humains. Et puis, dans un second temps, je vous propose, comme nous sommes dans un environnement merveilleusement digital aujourd'hui, je vous propose donc un temps autour de la question suivante: quelle est la place du digital dans la formation professionnelle continue du point de vue d'un organisme de formation comme l'IXI, puisque je vais vous l'expliquer, mais nous avons un statut un peu particulier qui nous permet de fédérer une 60aine de grands groupes industriels. Donc voilà, on a un positionnement qui est un petit peu particulier dans le paysage des organismes de formation. Alors, première partie, donc comportement, sciences sociales et risques majeurs, ou l'apport des sciences sociales à la sécurité. L'Institut travaille en effet, on a cette particularité de travailler sur le comportement humain en milieu industriel à risque depuis notre origine, et sur le rôle de l'organisation vis-à-vis de ce facteur humain, en quoi il est un facteur d'influence sur le comportement et sur la prévention des accidents majeurs en bout de course. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, quelques mots sur l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Nous avons été créés en 2003, après et en lien direct avec l'accident d'AZF, puisque c'est la mission d'enquête parlementaire qui a été mise en place après l'accident qui a identifié le besoin de créer un institut qui, d'une part, contribuerait à améliorer la prévention des accidents majeurs, à renforcer la sécurité des industries françaises par la diffusion d'une culture de sécurité. Mais je reviendrai sur cette notion juste après. Donc culture sécurité et intégration des facteurs organisationnels et humains dans les logiques de pilotage de la sécurité et de la prévention. Et une deuxième mission qui est rattachée mais qui va un petit peu au-delà, finalement, c'est diffuser la culture de sécurité au-delà des limites géographiques des sites industriels, puisque AZF l'a clairement rappelé. AZF, c'est un peu plus loin, prenons un événement un peu plus récent, Lubrizol, nous a rappelé que la prévention des risques, c'est un sujet non pas industrialo-étatique, si je fais une caricature, mais qui est bien sociétal. Donc on a un rôle aussi, nous, à l'IXI, dans le fait d'acculturer la société de manière globale à ces sujets. Donc une fois qu'on a dit ça, on sous-entend doter les acteurs, comme les collectivités, qui comportent des agents, des élus, les riverains, les autres acteurs des territoires. On doit les doter des moyens de comprendre, de participer ou agir sur ces sujets. Donc pour y contribuer, on organise des groupes d'échange. Par exemple, en ce moment, on travaille sur l'alerte des populations et la gestion de crise avec l'association Amaris, qui est l'association des maires concernés par les sites Céveso, excusez-moi, c'est Céveso Soeco. Et puis, on organise évidemment des actions de fond, que ce soit de la formation, de l'événementiel auprès de ces populations.
Et puis pour terminer sur la présentation organique de l'Institut, assez rapidement, c'est-à-dire 2 ans après notre création, une fondation reconnue d'utilité publique a été adossée à l'Institut. Alors son rôle, c'est de piloter et de financer des projets de recherche à l'échelle européenne sur des sujets liés à la sécurité industrielle, par exemple en ce moment l'industrie du futur. Et l'Institut est là pour assurer le transfert de ces résultats de recherche, parfois académiques, sur un terrain industriel et leur donner une traduction opérationnelle. Alors, l'ICSI est là pour diffuser la culture de sécurité, vous l'avez compris. Donc, on s'est doté d'un statut association loi 1901 pour nous permettre de fédérer un maximum de parties prenantes et surtout issues de catégories différentes. Donc, on a des industries de toute taille, hein, ça va de la plateforme Céveso à la TPE Mazé, puisqu'on a un partenariat avec le MAZ sur la culturation et la mise en place des cultures sécurité au sein des entreprises TPE intervenantes. On intervient dans tous les secteurs, de l'énergie, du chimie, de la pétro, le BTP, et ça en France et à l'international. Donc on intervient spécifiquement sur les sujets liés aux facteurs humains et organisationnels, avec un petit peu quand même de positionnement sur la sécurité technique. Donc on parle davantage à l'ICSI de leadership, du management, de la remontée d'informations, de culture juste, de culture apprenante à travers l'analyse des causes profondes des événements, etc., etc. Donc on est un petit peu en rupture avec la vision classique de la sécurité, même si on intervient vraiment en complément de tout ça, mais j'y reviendrai. Alors, on déploie ces thèmes à travers 2 grands volets opérationnels, c'est l'accompagnement et la formation. Donc, l'accompagnement, c'est essentiellement des diagnostics sur l'état de culture sécurité ou de maturité par rapport à la sécurité des entreprises chez qui on intervient. On met en place des plans de changement de culture sécurité au sein de ces entreprises ou des groupes. On intervient aussi à travers la formation initiale. Donc, on a un master Bac+6 pour devenir référent facteur humain organisationnel au sein des groupes industriels. Et de la formation continue, je l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs dizaines de stages et on a surtout une souplesse pédagogique qui nous permet de penser des programmes qui sont adaptés à la montée en compétences managériales des entreprises dans lesquelles on intervient. Et ça, on le fait aussi bien sur le présentiel que sur le digital, voire les deux. Voilà. Donc c'était très rapidement pour vous présenter l'Institut. Alors, pour commencer sur le fond du sujet, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur la notion de culture de sécurité. On en entend beaucoup parler, parfois sous le vocable culture des risques. C'est des acteurs d'un territoire qui vont plus facilement l'évoquer que l'industrie qui va parler de culture de sécurité. Et qu'est-ce que ça renferme finalement cette notion un petit peu à la mode? Alors, du point de vue sociologique, tout groupe d'humains, et ça depuis la nuit des temps, se dote d'un certain nombre de valeurs, de représentations, de croyances qui marquent leur identité et qui se matérialisent par des comportements. Donc c'est une somme finalement de façons de voir et de façons de faire qui sont propres à un groupe d'individus. Alors je vais prendre un exemple. Les Bretons, au fil du temps, ont développé la caractéristique d'être un peuple connu pour être des navigateurs, des marins. Voilà. Alors c'est lié à l'environnement et à d'autres facteurs, mais voilà, ça permet en tout cas de caractériser un groupe d'individus. Et ça peut avoir par ailleurs des liens avec la sécurité. Si on prend le bassin d'Asie du Sud-Est, qui est plutôt bouddhiste, les individus là-bas vont avoir la tendance à penser qu'ils ont plusieurs vies. Donc le rapport à la vie actuelle et le rapport à sa protection peut être différent de la vision occidentale à ce titre-là, puisque nous considérons qu'on n'en a qu'une seule, donc il est prioritaire, absolument prioritaire de la préserver. C'est peut-être pas le cas partout dans le monde. Donc on voit bien que les déterminants, les aspects culturels peuvent déterminer quand même beaucoup les façons de voir et de penser la sécurité et de la faire. Alors ramener au monde de l'entreprise, ces façons de penser et de faire la sécurité, elles vont être conditionnées par la culture de l'entreprise ou du secteur d'activité. Je vous propose 2 exemples opposés dans la relation au risque, c'est-à-dire dans la relation, dans la gestion du risque ou au contraire son évitement. Si on prend l'aéronautique, un avion va rester cloué au sol si la météo est défavorable. On va littéralement stopper l'activité pour ne pas exposer les usagers, le personnel au risque. Si on prend la pêche artisanale, c'est exactement l'inverse. L'activité est intrinsèquement liée au risque. Même par gros temps, le bateau va sortir. L'activité est maintenue. C'est vraiment des conditions extrêmes qui vont empêcher la réalisation de l'activité. Donc, on voit qu'on est vraiment sur 2 approches différentes. Et en fonction de ces secteurs ou de ces entreprises, il va y avoir vraiment des modèles complètement différents. Ces façons de voir et ces façons de faire sont en effet, en principe, partagés par les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire essentiellement les opérateurs et les managers, entendus au sens du CODIR jusqu'au management intermédiaire, voire de proximité. Voilà, ça c'était pour rappeler quelques éléments sur la culture de sécurité. Alors,
En matière industrielle, du coup, il existe un modèle auquel nous, on se réfère à l'ICSI. C'est le modèle de Marcel Simard, qui est très connu et qui est un des premiers penseurs sur ces sujets. Il propose, lui, 4 grandes typologies de culture de sécurité en fonction de l'implication de chacune de ces catégories d'acteurs, le management et les opérateurs. Alors, il se dégage comme ça 4 grands types, la culture fataliste, la culture managériale, la culture métier et la culture intégrée. Alors, la culture fataliste, elle est plutôt historique, elle a de moins en moins de réalité concrète, moins en moins fréquente. C'est par exemple quand, au moment d'exploitation des mines de charbon, les coups de grisou pouvaient être considérés ou en tout cas pensés comme des manifestations des démons souterrains. C'était le cas, là encore, par exemple, notamment en Asie. Donc là, l'accident, il est considéré comme une fatalité contre laquelle on ne peut pas ou très peu lutter. Donc il y a un défaut d'implication, de mobilisation de chacun de ces groupes sur la prévention. Là encore, c'est vraiment une façon de voir les choses qui va conditionner un comportement. La culture de métier, c'est différent. C'est des secteurs où le savoir-faire, les règles sont détenus par les opérateurs du métier, les techniciens, le terrain. Alors, on a là plus ou moins de formalisme dans les règles. La transmission, elle se fait par l'expérience, par l'oral, par l'accompagnement, le compagnonnage, etc. Donc, c'est un modèle qui existe encore, par exemple dans la métallurgie ou dans le forage. La culture managériale, elle est aujourd'hui dominante. Elle se caractérise par une forte implication du management sur la définition de règles de sécurité à travers les systèmes de management de la sécurité, et une application du terrain qui est finalement limitée à la mise en œuvre, mise en application de ces règles. Donc c'est un modèle qui est plutôt descendant, qui peut trouver ses limites dans l'adéquation des règles avec l'ensemble des situations de travail qu'on peut rencontrer. C'est le modèle, par exemple, de la chimie, de l'aéronautique, du nucléaire, qui peuvent être caractérisés par une part importante, très importante de sécurité qu'on appelle réglée. Voilà. Et enfin, la culture de sécurité intégrée, qui est le modèle à viser, selon nous, où l'implication est réciproque. C'est-à-dire que le terrain va avoir une facilité à remonter les informations sur les difficultés opérationnelles et le management, de son côté, il joue pleinement son rôle. Il remonte ces informations au niveau de la direction ou de l'encadrement de manière générale. L'organisation fait évoluer son système d'arbitrage, de règles. Donc chaque salarié connaît la ligne rouge en matière de règles d'or, par exemple, mais il se sent aussi également en confiance pour s'exprimer, contribuer à l'amélioration du système de prévention au global. Donc certaines industries du nucléaire, de l'aéronautique ou de la pétrochimie s'engagent dans cette voie et sont plus ou moins en avance. Alors, travailler sur les facteurs organisationnels, facteurs humains, les comportements, pourquoi après tout ? Alors, la première idée, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche, elle est vraiment complémentaire. En aucun cas, c'est une substitution aux méthodes de prévention qu'on peut considérer comme historiques. Elle vient vraiment les renforcer. Donc, si on regarde en arrière en matière de prévention de risques industriels majeurs, qu'est-ce qu'on observe ? On voit qu'au début de l'histoire, la prévention, elle était beaucoup pensée par la technique. Il fallait avoir une forte connaissance des matériaux, une maîtrise des installations, des substances, etc. Et on voyait qu'en matière d'accidentologie, vous pouvez le voir sur le graphique qui est à votre droite, là, les accidents baissent. La sécurité s'améliore, mais à un moment donné, on arrive quand même à un palier qu'on ne sait plus franchir. Et cette logique-là, elle dure à peu près 30 ans, ça va des années 60 aux années 90. Je fais des raccourcis, bien sûr, parce que j'ai peu de temps. Voilà. Et arrive alors une deuxième vague qu'on peut appeler la sécurité sur le papier. C'est le système de management et de la sécurité avec leur ensemble de règles, de procédures qui sont organisées et pilotées par une nouvelle filière, la filière HSE, qui se met en place progressivement au sein des entreprises. Et là encore, les résultats s'améliorent. Mais là encore, on a un palier qui est difficile à franchir et ça dure une bonne vingtaine d'années. Le constat qui est fait, qui est notamment fait par les adhérents de l'Institut, c'est que c'est pas forcément en augmentant les moyens sur les 2 premiers leviers qu'on continue à progresser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? C'est là qu'émerge une idée assez simple, et notamment chez les anglo-saxons, que la sécurité, oui, ce sont des installations qui sont fiables, qui sont maintenues dans le temps. Oui, ce sont des règles qui sont à connaître, à appliquer en fonction de scénarios qui sont préétablis, mais au bout du bout, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui tous les jours sont en prise directe avec la sécurité. Alors, ils ont des comportements qui peuvent être négatifs, les erreurs, mais ils sont aussi et surtout un formidable facteur de récupération de situations qui sortent du cadre. Alexis, on aime bien dire que l'homme, c'est un facteur de fiabilité faillible. Et c'est avec cette idée-là que émerge la notion progressivement de facteur organisationnel et humain. Donc il faut dorénavant davantage travailler et également travailler sur le comportement, sur les facteurs organisationnels qui vont influencer
plus ou moins, positivement ou négativement plutôt ces comportements. Donc c'est le petit schéma que vous avez en haut à droite qui représente en gros les 3 piliers de la prévention qui sont complémentaires et qui sont le socle vraiment d'une activité qui est fiable. Alors, pourquoi agir sur les comportements avec l'idée de sécurité réglée et sécurité gérée qu'il peut y avoir derrière? Donc, on l'a dit, les règles et les procédures ont le mérite d'imaginer des scénarios, de prévoir les réactions à avoir, etc. C'est ce qu'on appelle la sécurité réglée. Autrement dit, prévoir le mieux possible, mettre en place les règles, les procédures, les modes opératoires pour faire face et s'assurer à travers le management que les opérateurs vont finalement s'y conformer, avoir un comportement dit de conformité. Ça, c'est une part très importante du travail. Mais dans la vie, tout se passe pas comme prévu. Alors, on l'a dit, l'homme commet des erreurs, de routine notamment. Il faut savoir qu'un opérateur expérimenté, il va commettre à peu près entre 2 et 5 erreurs de routine par heure. Donc, on peut travailler dessus avec la mise en œuvre de pratiques de fiabilité humaine, comme la minute d'arrêt, par exemple. Mais on peut pas tout anticiper, on pourra pas tout anticiper. Les accidents nous l'ont démontré. L'accumulation des scénarios risques naturels, risques technologiques, c'était impossible avant 2011 et aujourd'hui, celui qui dit le contraire passe pour un fou. Donc on peut vraiment pas tout anticiper. Et l'être humain, lui, est un formidable atout en termes de compréhension, d'adaptation, de récupération. Donc tous ces temps où l'activité va sortir du cadre prévu, pour lequel, par définition, rien n'a été réellement prévu, justement. Comment est-ce qu'on gère ces situations-là? On s'appuie notamment sur l'expertise, la capacité d'analyse et de réaction des opérateurs. Bref, on permet des initiatives sécurité qui vont maintenir le système fiable, même en l'absence de règles. Ceci dit, initiative, ça ne veut pas dire improvisation. Donc, il faut doter l'opérateur et l'ensemble des collaborateurs, d'ailleurs, des moyens qui permettent de rattraper en sécurité des situations dangereuses à travers la formation. Et là, je fais référence notamment à la réalité virtuelle, qui est en soi un formidable levier, puisque c'est très difficile à mettre en place en présentiel. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc voilà, la sécurité industrielle d'aujourd'hui, pour l'ICSI, c'est entre autres sujets la somme de la sécurité réglée et de la sécurité gérée. Où on va placer le curseur, ça va dépendre forcément des secteurs d'activité, mais l'idée globale, c'est savoir se préparer au prévisible et savoir faire face à l'imprévu. C'est des notions dont on entend beaucoup parler avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. On entend parler de résilience et de sécurité en environnement d'incertitude. Ça fait partie de ces sujets largement. Alors, quand on parle de culture de sécurité, de quelle sécurité on parle finalement ? Mais notamment à l'Institut. Pour nous, la culture de sécurité, c'est d'abord une idée phare, c'est avoir une conscience partagée des risques les plus importants de l'activité. Pourquoi ? Alors, parce qu'aujourd'hui, pour piloter, on a besoin d'indicateurs. Et l'indicateur roi en matière de sécurité, aujourd'hui, ça reste le fameux taux de fréquence, ou TF. Mais pour nous, piloter la sécurité par ce taux de fréquence, ça peut être un vrai danger. Pourquoi ? D'abord parce qu'il reflète ce qui s'est passé. C'est un feedback sur le passé, et qui en réalité indique pas grand-chose sur l'état de préparation de l'organisation de manière générale par rapport au risque industriel majeur. La relation entre une coupure, une entorse ou un autre accident du quotidien et l'explosion d'un réacteur chimique, par exemple, c'est loin d'être aussi évident qu'on voudrait le croire. Et là, je fais référence un petit peu à la pyramide de Bird, à des concepts que vous devez connaître. Ce ne sont pas les mêmes causes et encore moins les mêmes effets. Donc, il y a quantité d'exemples d'entreprises avec un excellent taux de fréquence qui subitement ont eu un accident majeur. Vous avez tous, je pense, à l'esprit ce cas d'école Deepwater où le board en gros d'Exxon, je crois que c'était le board d'Exxon qui était sur la plateforme la veille de l'accident pour célébrer les résultats sécurité du site de forage. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup. Donc ça peut induire une confiance trompeuse et il faut se concentrer, ses moyens sur l'essentiel, les risques majeurs. Il faut savoir identifier et travailler sur des situations à haut potentiel de gravité, par exemple. Il faut savoir les identifier au milieu de l'ensemble des événements liés à l'accidentologie, avoir une approche systémique liée à la prévention, mise en place de barrières de prévention, de lignes de défense, de récupération et d'atténuation, qui font appel à la technique, aux règles et aux facteurs humains et organisationnels. Voilà, la culture de sécurité, pour nous, c'est entre autres idée de travailler sur la prévention des risques les plus importants. J'ouvre une parenthèse, le modèle culture sécurité l'ICSI, c'est répondre à un certain nombre d'attributs pour une entreprise. La culture juste, la culture apprenante, la conscience prioritaire des risques importants, l'application de tous, etc. Je vous invite à consulter notre vidéo qui a été déposée sur le sujet dans le cinéma du Hub. C'est Yvan Boissière, notre directeur général, qui
qui intervient sur ces sujets pour aller un petit peu plus loin. Alors, pour terminer sur cette partie, et tenter de vous convaincre sur l'importance des FOH en sécurité, on va partir d'une idée simple, là encore, et très répandue. L'homme commet des erreurs et elles sont responsables de 70 à 80% des accidents industriels. Donc ça, c'est des phrases que vous avez entendues plusieurs fois, un peu partout. On l'a dit, l'homme est un formidable outil de récupération. Alors, pourquoi, dans certains cas de figure, il arrive qu'il commette des erreurs? L'erreur est-elle une cause ou au contraire une conséquence d'éléments qui faciliteraient sa réalisation? Quand on fait des analyses de causes profondes des événements, ça nous montre bien qu'en réalité, il y a 4 facteurs qui vont influencer positivement ou négativement les comportements. Le premier, c'est l'individu. Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il porte bien ses EPI et est-ce qu'il comprend bien pourquoi? Est-ce qu'il est physiquement en forme, etc. Ça, c'est le premier levier sur lequel on peut agir, on peut changer les propriétés des êtres humains, mais à la marge, à travers la formation, c'est quand même un levier qui est difficile d'optimiser, quoi. La situation de travail, c'est le deuxième facteur organisationnel et humain. Prenez 4 personnes qui se connaissent pas, vous les mettez autour d'un café, première situation, vous les mettez dans un ascenseur en panne, deuxième situation. Les comportements, bien qu'il s'agisse des mêmes individus, vont être radicalement différents en fonction du contexte et de l'environnement. En industrie, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'un atelier où, je caricature évidemment, où tout est rouillé, les installations sont mal maintenues, ça fuit, etc., ça va pas inciter le personnel à avoir une attitude pro-sécurité. Donc, les réflexions autour de la situation de travail peuvent largement influencer le comportement, et ça, on le retrouve dans la sphère professionnelle, évidemment, comme dans la sphère personnelle. Alors, troisième gros facteur d'influence, le collectif. Comment est-ce que le collectif porte la valeur sécurité au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a de la vigilance partagée entre les collègues? Quelle est la réaction du collectif vis-à-vis des comportements dangereux, par exemple? Est-ce qu'on va avoir tendance plutôt à encourager la prise de risque ou au contraire à isoler le collaborateur qui met systématiquement l'équipe en danger? Ça fait partie des sujets qui vont faire la cohésion autour de la valeur sécurité. Et ça peut être positif ou négatif, vous l'avez bien compris. L'organisation et le management, qui est le dernier facteur organisationnel. Alors, la question à se poser, c'est le management, quelle est son attitude? Est-ce qu'il est présent sur le terrain? Est-ce qu'il échange sur les difficultés opérationnelles? Est-ce qu'il se sent concerné par ça? Est-ce qu'il remonte systématiquement ces informations à la direction? Met-il en place un système de sanctions et de reconnaissance, etc. Donc, c'est cette relation du management aux équipes, c'est le quatrième levier sur lequel il faut vraiment travailler. Voilà, je peux pas rentrer dans le détail, évidemment, aujourd'hui, mais nous, on bosse essentiellement sur ces dimensions-là, quoi. Donc, ces 4 facteurs vont jouer évidemment sur le comportement de conformité et ou d'initiative. Et ce système va apporter des bénéfices, bien sûr, à la sécurité industrielle et à la sécurité au travail, mais aussi sur les résultats, la production, la qualité, ne serait-ce que par une meilleure disponibilité des moyens de production. Alors évidemment, ça va avoir des effets sur la santé et sécurité au travail, mais en réalité, à travers la question de la sécurité, on agit bien plus globalement et profondément sur les fondamentaux du fonctionnement de l'organisation. Par exemple, le bien-être au travail qui va largement conditionner l'engagement, l'articulation entre la direction, le management et le terrain, etc., etc. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de dire un certain nombre de choses sur le fond. C'est un exercice qui est difficile parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais vous apporter des éléments un petit peu globaux. Donc Béatrice, je ne sais pas s'il y a eu des réactions dans le chat et si on passe à une petite session de questions-réponses. Oui, on a une question. Quelle approche conseilleriez-vous de suivre pour travailler avec une entreprise ayant une culture essentiellement fataliste? Alors là, comme ça, c'est compliqué parce que la méthode, en tout cas, c'est de rencontrer l'entreprise. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un diagnostic culture sécurité, donc ça va passer par différentes choses. Ça va être des questionnaires, des entretiens, de l'immersion, de l'observation, des échanges qui vont nous permettre de dresser une photo à l'instant T, quoi. Et on va essayer de comprendre derrière
en faisant des enquêtes de perception, par exemple, de distorsion de perception entre la direction et le terrain, comment l'un perçoit l'autre, et puis on va mettre en perspective ces résultats pour faire comprendre des fois qu'il peut y avoir une illusion de maîtrise de la part de l'encadrement vis-à-vis de son terrain. Comprendre pourquoi est-ce une entreprise aujourd'hui est sur une logique fataliste, ça demande vraiment une analyse de fond. Et par contre, derrière, sur les leviers à engager pour faciliter un transfert de culture ou un changement de culture, oui, on a des solutions en termes de coaching, d'accompagnement, de sensibilisation du codir, de changement de vision du codir, pour qu'il puisse derrière irriguer son management jusqu'au terrain, parce que la première idée du management, c'est que ce qui intéresse mon chef me fascine. Donc, changer une culture, ça doit passer d'abord aussi par les dirigeants qui doivent incarner une nouvelle vision. Être cohérent dans ses décisions, dans ses approches, dans ses arbitrages, et tout ça, ça doit être articulé sur l'ensemble du bâtiment organisationnel, j'ai envie de dire, pour que ça redescende jusqu'au terrain. Travailler sur le comportement, ça passe vraiment par un travail de fond sur l'ensemble de la ligne managériale, à commencer par le codir. Voilà ce que je peux dire, mais voilà, il faut vraiment creuser et aller poser un certain nombre de questions, observer les comportements, comprendre quels sont les déterminants de ces représentations-là. Ok, merci Marc. D'autres questions? Les gens sont très sages. Ouais, mais du coup le micro est coupé, donc ils n'ont pas trop le choix. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marc, ou Alors, peut-être avant d'enchaîner sur la deuxième partie, je précise aussi pour les gens qui veulent aller peut-être voir un petit peu ce qu'on fait. Si vous tapez Safety Academy ici sur Google, vous allez arriver sur notre centre de ressources en ligne qui comporte, là aujourd'hui on a dû mettre en ligne à peu près 60 à 70 ressources qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur les concepts que je n'ai que effleurés pendant cette première partie de présentation. D'accord, donc vous avez votre deuxième partie sur la digitalisation des formations. Ouais, tout à fait. Alors justement, pour compléter cette conférence, quelques éléments liés à la manière avec laquelle nous voyons l'intervention du digital vis-à-vis de la formation un peu plus classique et historique présentielle. C'est le grand sujet du moment, évidemment, avec la récente évolution des usages liés notamment à la situation sanitaire. Nous, on l'a bien vu, il y a eu une démultiplication des demandes de formation à distance l'année dernière. Bon, c'est pas complètement nouveau, c'est une tendance de fond depuis une petite dizaine d'années maintenant, qui s'explique par des besoins nouveaux du point de vue de la formation, besoin de rationaliser les coûts, des problématiques de multilangue qui peuvent être difficilement des fois prises en charge par le présentiel. Donc l'e-learning ici peut apporter des solutions, les travailleurs isolés, la question de la démobilisation des managers, etc. Donc c'est un vrai sujet. Technologiquement aussi, il y a eu une révolution quelque part. Il y a encore je dirais 10 ans, vous parliez du learning, vous aviez droit à des PDF qui étaient mis bout à bout les uns après les autres, éventuellement un petit peu de podcast, mais ça restait quand même très sommaire. Et l'évolution technologique qui a évidemment toutes ces traductions pédagogiques aujourd'hui amène à reconsidérer complètement la situation. Et c'est pas Immersive Factory qui va dire le contraire, évidemment, parce que sur la réalité virtuelle, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert, qui était très difficilement réalisable avec le présentiel. Donc il y a tout un tas de choses à imaginer, tout un tas d'usages pour nous, et je vais surprendre personne. Tout est affaire de complémentarité en gros dans ce sujet. Alors, au niveau macro, pour nous, le digital, ça peut être effectivement une très bonne solution, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais ça peut être aussi une très forte erreur. Alors oui, le digital permet des possibilités impossibles en présentiel, la démultiplication des scénarisations avec les arbres de conséquences, par exemple, des mises en situation qui sont très favorables à l'ancrage cognitif. On sait, un individu
l'individu retient à peu près 10 à 20% de ce qu'il lit et il va retenir autour de 80% de ce qu'il pratique. Donc, sur la question de l'emballement des événements et comment est-ce que l'être humain peut réagir, c'est très difficile à mettre en place, même s'il y a des organismes de formation qui le proposent avec des installations, etc. C'est très contraignant. La réalité virtuelle ici apporte un nouvel horizon, quoi, clairement. Donc ça peut être une formidable erreur s'il est mal pensé. Il faut absolument éviter le prétexte du digital, en gros. Ça ne doit surtout pas être des vidéos brutes déposées sur une plateforme ou du PowerPoint animé sur un LMS et charge aux stagiaires de se passionner pour le sujet. Hein. Il faut vraiment un accompagnement de son. Il faut de la pédagogie qui est matérialisée à l'écran avec une vraie valeur ajoutée, des mots-clés qui apparaissent, des schémas qui viennent appuyer le discours, etc. Tout ça doit être rationalisé. Hein. Il faut évidemment une mise en relation de ressources en fonction d'un fil rouge pédagogique cohérent. Il faut des exercices interactifs avec une approche un peu documentaliste, un moteur de recherche intelligent sur les plateformes, etc. Bref, il faut éviter de basculer dans le Netflix de la formation. Je mets des vidéos en ligne, parce qu'elles sont en ligne, les gens vont aller les consulter, les gens vont être formés et ils vont monter en compétences. Ça, c'est vraiment une vue de l'esprit. Tout ce qui compte, c'est la logique complémentaire, blended et l'intervention humaine qui va derrière. Donc, l'e-learning ne doit surtout pas être un substitut pur et dur au présentiel, mais ça, je vais y revenir rapidement. Donc le digital, comment est-ce qu'on peut le penser? En amont des stages, il prépare le stagiaire et là il faut pas négliger le bénéfice de la pédagogie inversée qui apporte beaucoup au présentiel. En gros, on fait les apports théoriques en amont, donc on gagne du temps en salle, on évite la première heure classique ou 2 heures, les 2 premières heures classiques descendantes où le prof s'adresse à des gens sans aucune interaction. Donc ça c'est une vraie évolution aussi. Aujourd'hui, on interpelle les opérateurs, ils arrivent, en amont, ils arrivent en salle avec leurs questions. Pour peu que vous ayez eu un ton un petit peu provocateur dans les ressources que vous avez proposées, ils arrivent avec des remarques sur moi c'est impossible opérationnellement, je comprends pas ce qu'on me demande, etc. Donc on bascule très rapidement dans une interaction avec l'animateur, mais aussi avec les collègues. Et c'est ça qui est toute la valeur ajoutée du présentiel. Il faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, il faut penser un dispositif, non pas simplement de je mets des ressources. Encore une fois, il faut que ce soit organisé, il faut qu'il y ait un fil rouge pédagogique, etc. Mais ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace en présentiel. Alors évidemment, pendant la formation, ça peut considérablement enrichir le format présentiel classique, et notamment la réalité virtuelle. Et puis en aval, il faut aujourd'hui penser formation à emporter, mais encore une fois, à la condition que ce soit un minimum accompagné. Dans tous les cas, le digital, et nous on propose de plus en plus aussi, ça intervient en appui au long cours de programmes de montée en compétences propres aux entreprises. Par exemple, nous, notre centre de ressources Safety Academy, il est là en appui de programmes vis-à-vis du management qui sont étalés sur plusieurs mois chez la SNCF, chez Air France, etc. Donc c'est un portail d'accompagnement à la montée en compétences. Voilà. Mais c'est un complément, c'est une option, c'est pas la finalité, quoi. Alors plus précisément, en formation, on a plutôt l'habitude d'avoir, en sécurité en tout cas, 2 grands publics cibles. C'est l'opérationnel terrain et le management qui va de l'intermédiaire au codir. Alors pour la cible terrain, nous, nos conseils ou la manière dont on pense les choses, en tout cas, c'est qu'il faut être conscient de l'importance du format et de la ligne éditoriale des contenus. Les ressources doivent être courtes, opérationnelles, immersives là encore, ou en tout cas très axées le métier, scénarisées, si possible gamifiées, parce que cette dimension de gamification des parcours de formation, ça facilite vraiment l'engagement, l'attention des participants, donc ne pas hésiter à être attractif et en lien avec le vécu du quotidien, quoi. Et là, la réalité virtuelle, je reviens encore dessus, mais elle a un potentiel assez fou, quoi. C'est l'observation de comportement, des mises en situation de stress, des scénarios d'accidents simulés, cumulés, tout ça, c'est vraiment aujourd'hui envisageable. Nous, on l'envisage, en tout cas, on le déploie. Et voilà, tous les travaux, toutes les recherches sur les sciences cognitives et la pédagogie de l'adulte vous caractériseront l'intérêt de ce type d'approche, quoi. Mais l'humain reste incontournable dans le dispositif, ne serait-ce que pour la logique de consolidation, d'ancrage dans la pratique professionnelle. Ça, le distanciel le permet pas actuellement, quoi. Alors,
à noter ici, sans doute, j'attire un peu votre attention, parce que je pense que c'est une forme, moi, d'évolution au sein de la formation continue, et puis aussi des attentes ou de ce qu'on attend aujourd'hui d'un manager. Il est amené à jouer un rôle de plus important en accompagnateur, tuteur, voire formateur. D'ailleurs, c'est une évolution qui a été consacrée par une loi en 2018, la loi à venir, du 5 septembre, je crois, 2018, qui consacre en fait l'action de formation en situation de travail, donc l'AFEST. C'est aujourd'hui couvert par les OPCO et ça identifie clairement et officiellement le manager qui est le référent métier en charge de la formation des collaborateurs. Donc c'est une des nouvelles voies aujourd'hui sur la formation. Avant c'était souvent un externe ou un formateur en tout cas interne de l'entreprise qui était chargé de ça. Maintenant c'est davantage un tutorat, un compagnonnage du manager et il faut pouvoir les outiller. Donc nous on travaille à Alexis à cet outillage managérial. On propose des kits d'animation des quarts d'heure sécurité qui se repose sur des petites pastilles vidéo sympas et on a tout un kit d'animation avec des slides et un scénario d'animation proposé au manager et ça fonctionne très bien. Par exemple, faire trois causeries sécurité autour de l'erreur humaine. Voilà, ça fait partie des sujets qui sont aujourd'hui bien présents. Pour la cible manager, nous on pense plutôt diversité là, des types de ressources et d'activités en ligne. Il faut vraiment avoir un patchwork de ressources, d'experts. Il faut de l'infographie, il faut des exercices, il faut de l'intervention d'experts de haut niveau et en même temps du témoignage terrain. Voilà, c'est tout un mixte aujourd'hui qui doit être mis en place pour maintenir l'intérêt. Hein. Il faut aussi de la modularité, pardon. Donc, c'est des programmes qui sont dits complets, mais qu'on doit pouvoir consulter à la carte en fonction des envies et des contraintes du manager. Nous, par exemple, à l'Institut, ce que vous voyez là à l'écran, c'est des captures d'écran de notre plateforme de ressources en ligne. Donc, on a des leçons qui sont complètes, hein, qui sont toutes mis bout à bout. Elles sont 5 heures, par exemple, sur le leadership en management. Quelles sont les 7 attentes d'un leader en sécurité il va y avoir créer et partager la vision, il va y avoir être présent sur le terrain, il va falloir être exemplaire à travers ses arbitrages, etc. Ce sont autant de chapitres finalement qui sont consacrés au sein de la leçon, mais qu'on peut consulter à la carte en fonction de son envie ou de sa contrainte. Et ça, c'est vraiment une dimension importante aujourd'hui. Il faut que le stagiaire soit acteur, en tout cas, du planning de sa formation et des sujets dont il se saisit. La grande idée aussi, c'est l'intégration, c'est-à-dire des contenus qui doivent s'insérer aujourd'hui dans l'environnement d'entreprise. Vous avez un exemple à l'écran, là, on a dispensé une formation au sein d'Air France qui dure 5 heures, là aussi, c'est pour tout le management. Là, c'est introduit par une vidéo d'Anne Rigal, qui est la directrice d'Air France, PDG, et qui vient donner le sens de la formation au regard de la politique sécurité de l'entreprise, des nouvelles attentes managériales du groupe et qui se retrouveront dans le programme, etc. Donc, elle vient faire la relation entre quelque chose qui vient de l'extérieur et ce qui se passe dans la vraie vie, au quotidien des managers. Donc, il faut pouvoir insérer des outils propres, des témoignages de collaborateurs. En gros, l'entreprise doit être incarnée dans les dispositifs de formation d'aujourd'hui. Il convient aussi de travailler davantage sur les compétences, là encore à travers les logiques de scénarisation, d'immersion, de grandes idées. Une des dimensions importantes aujourd'hui du collaborateur et du manager, c'est savoir intervenir auprès d'un collègue qui est en situation de difficulté, par exemple. C'est pas si évident pour tout le monde hein, de savoir comment interpeller, trouver les mots. Si c'est mon supérieur hiérarchique, est-ce que je suis légitime? Je connais pas bien techniquement l'opération qui est en train d'être réalisée, mais j'ai un doute. Est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas? Voilà, tout ça c'est du savoir-être en fait, c'est du savoir se comporter au quotidien. Et pour nous, c'est des dimensions qui doivent être davantage prises en compte. Voilà. Au-delà de former sur les process, sur les procédures, sur etc., il faut aussi travailler sur les compétences, ce qui accélère en gros, ou ce qui renforce plutôt les capacités de résilience des organisations. Voilà. Alors, ce que je peux dire pour conclure, et c'est en relation avec ce que j'ai dit plus haut sur la question de l'intégration, la formation, elle sera d'autant plus efficace qu'elle fera partie d'un projet d'entreprise clair et constant. Quoi. Il faut arrêter les logiques de formation qui sont du one shot où l'intensité va primer sur la constance. Parce qu'en général, ça retombe comme un soufflet. Quoi. Je vais essayer d'illustrer mon propos avec une caricature là encore, mais je vous donne une illustration que j'emprunte à Simone Sénèque, qui est
un professeur très connu sur le management. Il fait un parallèle entre la sécurité et quelque part la formation à la sécurité, ou le leadership en tout cas, et la salle de sport. Tout est affaire de constance et non pas d'intensité. Je m'explique. Si vous allez à la salle de sport et que vous vous regardez avant et après la séance dans le miroir, vous verrez pas beaucoup de changements. Par contre, c'est ces petites séquences répétées, cumulées de manière constante sur le long terme, elles vont avoir un effet considérable, par exemple à la fin de l'année, et vous pourrez le mesurer dans le miroir. Donc si on prend ces petites actions prises toutes seules, évidemment, on se dit à quoi ça sert. Finalement, il vaut mieux miser sur des petites touches successives et de la constance dans la communication sur la sécurité, la formation à la sécurité, plutôt que de faire des grands événements sur une journée, même si c'est important, hein, c'est des piqûres de rappel qui sont nécessaires et qui donnent un cap et qui vont permettre d'orienter en tout cas les politiques de prévention et autres, mais c'est pas le tout, quoi. L'intensité, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut vraiment miser sur la constance et voilà, penser effectivement aux exercices sportifs et c'est une image moi qui me parle en tout cas. Qui permet de mesurer un petit peu comment obtenir des résultats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop dense ou au contraire aller trop vite. Je suis à votre disposition, donc si vous avez des questions par la suite, vous avez mon mail qui apparaît à l'écran, marc.senant sans l'accent @icsi-eu.org et puis peut-être à tout à l'heure dans le hub. C'est parfait, merci beaucoup Marc. À bientôt. Je vous en prie, une bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.